Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo box preview sur Fight Mind. Ça faisait longtemps. Désolé, préambule, désolé pour le carré. J'ai ma caméra qui bug, elle me fait un tracker à la con alors qu'elle devrait pas. Donc je suis désolé, ça va peut-être vous énerver, mais pitié, vous énervez pas. Parce qu'en plus, on a plein de trucs à vous dire, on a plein d'annonces à vous faire et on a plein de combats à décortiquer parce que là, il se passe quand même quelque chose d'assez unique ce week-end et c'est pour ça qu'on est là pour vous en parler. Je suis accompagné, comme d'hab, de mon compère de toujours, Kabir. Salut Kabir, comment ça va, monsieur l'analyste en Salut chef? Dylan, salut à tous, ça fait plaisir de vous revoir. Ouais, ça fait un petit moment, mais là, effectivement, l'occasion nous permettait de revenir pour vous en parler et ça nous fait plaisir de vous revoir. On espère que. On a reçu des messages, hein, merci infiniment. On a reçu des DM sur plusieurs réseaux. Vous revenez quand, c'est comment et tout. Ça fait super plaisir. Merci de montrer votre engagement. Et puis là, il y a une grosse semaine, une grosse fin de semaine qui arrive et donc ça va être cool d'en parler avec vous. Il y a une grosse fin de semaine qui arrive et je vais mettre direct les pieds dans le plat sur autre chose, puisqu'en plus vous avez été quelques-uns quand même à poser la question sur Twitter notamment ou sur Insta. Ça va être notre avant-dernière vidéo chez Fight Minds, cette preview. Et la dernière vidéo, ce sera donc dimanche, le récap de la grosse Fight Night Canelo, etc. Et on évoquera aussi évidemment tous les combats qu'on va évoquer ce soir. C'est donc notre dernière chez Fight Minds, notre dernière semaine. Merci à tous, j'ai commencé par ça quand même, je pense que c'est le plus important. Merci à tous pour votre soutien, votre bienveillance, votre gentillesse, votre accueil, tout simplement. Merci pour la gentillesse de vos commentaires, pour tout ce que vous nous avez fait passer comme message positif et d'encouragement, et surtout ce truc de nous dire que vous avez soit recommencé à regarder la boxe grâce à nous, soit que vous êtes intéressé à la boxe grâce à nous. Enfin, qu'on a réussi à vous hyper, parce que c'était un peu notre objectif quand on a rejoint Fight Minds, c'était de vous hyper sur la boxe et de partager notre passion pour la boxe. On n'avait pas plus de prétention que ça. Donc on est très content que ça ait trouvé un retentissement chez vous et que ça ait résonné en vous. Et merci de nous avoir accueillis à bras ouverts. Kabir, si tu as quelque chose à dire. Ouais, bah, tout est dit, mais moi aussi, je tenais à vous remercier également personnellement pour tous les retours. Franchement, il n'y a que du positif, hein. En un peu plus d'une année, beaucoup de positifs, des messages fous. Il y a des messages dont je me rappelle encore de gens qui disent je n'avais pas grand-chose à dire à mon grand-père. Et puis, en regardant la boxe, en regardant vos vidéos, moi, je regarde que le MMA. J'ai pu parler de mon grand-père, de Marvin Hagler, de tel et tel combattant, lui poser des questions. J'ai des gens même des gens à la boxe et tout, à la salle, quand on s'entraîne et tout, ils viennent nous voir et disent, ah, c'est toi, Fight Minds et tout. C'est un truc de ouf. Et tout ce travail-là, on est content. On a travaillé dur, on a essayé de faire au mieux pour vous faire un travail d'une meilleure qualité possible. Notre credo, c'est la qualité pour seule promo. On a fait de notre mieux, on a vraiment kiffé de bout en bout. Et puis voilà, c'est un grand merci à vous. Et puis que du positif et que du kiff. Ça, merci. On peut tout simplement vous dire merci. Et j'en profite aussi pour dire qu'on ne s'arrête pas, qu'on va continuer à parler de boxe, qu'on va continuer à parler de boxe sous plein de formats, y compris le format podcast, mais sous plein d'autres formats, et qu'on rejoint Jab Life de l'ami Alexandre Herbinet, Aldric, Herbie, tout ça. On va chez Jab Life parler de boxe anglaise avec le papa des journalistes sport de combat en France. Donc on est très content de la suite. On souhaite évidemment le meilleur à Fight Minds, à Chris et à toute l'équipe. Et on leur souhaite bon courage pour la suite et que la réussite soit au rendez-vous à chaque nouveau projet. Bon, sur ce, on va pas non plus faire des lames de crocodile pendant 3 plombes parce qu'il y a Petite beaucoup de pause, combats. canette Et ouverture. petit cacolac, petite pause cacolac. Ah ouais, dédicace, c'était le placement de produit final. Ouais, qui est pas payé, hein, c'est pas un vrai placement de produit. Ouais, non, ils nous payent pas, mais c'est trop bon. Le Coca-Cola qui paye pas, non. Bah ouais, ouais. Bah ouais, Bordeaux. Hein. Et oui, vous connaissez, hein. Vous connaissez, hein. Alors, on va commencer par le commencement. C'est un gros week-end, hein. C'est un gros week-end de boxe et en plus, bon, s'il y en a encore qui continuent à regarder le rugby, parce que j'ai reçu 2-3 messages sympas de la communauté Fightmans qui regardaient aussi le rugby, dimanche, vous savez qu'il y a la demi-finale de Coupe d'Europe UBB Toulouse. Donc c'est un week-end sport intensif, on va dire ça comme ça. On va pas trop s'arrêter. Kabir vient à Bordeaux en plus pour regarder les fights et pour aller au stade avec moi. Je crois que ça va La être dernière, ouais. le week-end va La être dur. dernière, elle va être légendaire, les amis, on vous le La dit, hein. dernière, on C'est sera pour ensemble. ça. Au moins, Ouais, voilà. elle sera légendaire. Alors, qu'est-ce qui se passe ce week-end? Ce week-end, il y a 3 cartes. Il y a une carte à Times Square, Riyadh Season, Fatal Fury, machin.
donc headliné par Teofimo Lopez avec Ryan Garcia et Devin Haney. Donc ils essaient de nous faire un semblant des 4 rois là, en les mettant sur la même carte, mais ils s'affrontent pas entre eux comme ça se faisait à une époque avec les 4 rois avant de finalement les mettre les uns contre les autres. On les mettait sur la même carte. On les mettait souvent Ernst, Hagler et tout ont souvent combattu sur les cartes de Sugar Ray par exemple. Voilà, c'est un truc qui se faisait. Donc j'ai l'impression que c'est ce qu'ils essayent de faire, nous faire remonter la hype, parce que du coup il y a les confs de presse, ils sont tous aux confs de presse, donc Teofimo Lopez peut s'embrouiller avec Ryan Garcia peut s'embrouiller avec Devin Haney, et ainsi de suite. Je pense que c'est pour faire monter la hype, pour remettre Haney, Garcia et Théo sur le ring, et les combats d'activité, en fait, les gardes actifs, même si on va rentrer dans le détail, pour Théo c'est peut-être un peu différent des autres, parce qu'il a peut-être c'est le seul qui a une vraie adversité devant lui. Donc ça va être la première carte qui sera à Times Square. J'attends de voir moi sur le concept, parce que je crois qu'en place assise, si j'ai bien compris, il n'y a que la presse, de ce que j'ai reçu par mail de la Riyadh Season, des explications. Je crois qu'il n'y a que la presse qui a le droit d'être en place assise, et après ce sera debout, c'est gratuit et les gens passent en fait. Il n'y a pas de billetterie à proprement parler. J'ai envie de voir sur la sécurité, parce que Times Square c'est quand même particulier comme endroit. Donc il me tarde de voir ce qu'ils réussissent à faire. D'une idée aussi folle en fait, parce qu'on n'en parle pas Ouais. assez, mais là le concept est quand même dingue, tu vois. Toute proportion gardée, ça peut nous rappeler ce qui s'est passé avec l'un des combats de Samaki qu'ils avaient fait au Hall, au Forum des Halles, où c'était totalement ouvert, et en fait, tu avais la presse qui était vraiment, on va dire, VIP, mais où finalement tout le monde pouvait regarder le Ouais. combat un peu comme ça, en passant ou en restant. Donc ouais, on verra ce que ça va donner. Je pense que c'est un concept, ça peut être sympa comme ça peut être un flop, mais je pense que vu leur Visuellement, ça taille peut et être les très moyens. fort, c'est toujours pareil. Visuellement, ça Ouais. peut être très fort, ça peut faire des très belles images, des très belles photos, des Ouais. très belles vidéos, tout ce que vous voulez. Après, à voir, effectivement, est-ce que du coup l'ambiance va pas être chelou, C'est pour ça ils parce ont mis que 4 fights, c'est pour ça, hein, que c'est pas pour voilà. rien. Ils ont fait Ambiance, une bah, petite de toute carte façon, ils parce n'ont pas qu'ils. pu bloquer. Ça va aller Ouais. vite. Je pense que le rythme va être violent, parce qu'à mon Mm. avis, la ville laisse pas bloquer. Enfin, c'est quand même Times Square, donc peu importe le pognon que tu mets, je pense pas qu'ils laissent bloquer Times Square comme ça ad vitam aeternam. Donc ça, ce Bien sera la sûr. première carte dans la nuit de vendredi à samedi. Samedi soir, il y a la carte à Riyad, toujours Riyadh Season, toujours Fatal Fury, donc c'est vraiment une carte en 2 étapes dans 2 endroits du monde différents. Donc la carte Canelo Skull, avec en commun event Bruno Suraz, Jaime Munguia, 2, la revanche, avec aussi le retour de Martin Bacolé post-KO, avec un vrai camp d'entraînement contre Efe Ajagba, qu'on voit pas assez, et qu'il y a encore des inconnus sur Efe Ajagba, on vous en parlera évidemment. Et après le lendemain, il y a Naoya qui combat à la T-Mobile Arena, donc il revient aux États-Unis après des années d'absence. Bon, on en parlera aussi, mais on va vraiment l'évoquer très vite fait, je pense, le combat de Naoya, Ouais. parce que là, Même le reste de la carte, l'adversité, en vrai. ça devient triste. En fait, C'est pas de sa faute, hein, mais bon. on va plus en faire un débat sur on préfère voir Naoya combattre une fois dans l'année contre un crack, Ah ou on ouais. préfère le voir tous les 3 mois contre Ouais. des mecs contre qui il a pas trop de difficultés. On Moi, va j'en ai plus marre parler de le sur ça. voir Même le combattre. reste de la carte. Il y a plus de T'en hype as en marre, fait. toi? Non, mais Ouais. oui, j'en ai marre de le voir combattre tous les 3 mois, si c'est pour le voir combattre contre des gars comme ça. Pour le coup, j'aimerais bien avoir la vie derby qui est très, qui est beaucoup plus impliqué, beaucoup plus cultivé que moi sur le sujet boxe Hmm. japonaise. Mais moi, j'en ai marre de voir Naoya combattre tous les Ok. 3 mois, tous les 4 mois, pour le voir combattre contre des gars où on connaît déjà le résultat puissance 1000, en Hmm. fait, j'en peux plus. Voilà. Moi, je Mais à veux maintenant l'inverse, tu Naoya, vois, il un peut combattre Crawford. une fois par an, mais contre un mec où je me dis, Ouais. alors peut-être, même s'il sera toujours favori, Naoya. Il n'y a aucun combat où il n'est pas favori, même si tu le mets. Enfin, on en parle à chaque fois contre Bam, contre Junto, il est quand même favori, Naoya, à Ouais, chaque bien fois par sûr. définition. Mais bon, Bah, du coup, est-ce que tu préfères un modèle où t'as un Crawford qui boxe une fois par an? Bref, on en reparlera après, mais bah, à voilà, chaque fois qu'il boxe c'est. Crawford, je suis surexcité, parce que du coup, bah, après, il y a le fait de ne pas le voir souvent. C'est un peu la méthode Daft Punk, tu vois. C'est que du coup, tu le vois jamais, donc tu es content quand il est là. Après, c'est pas assez non plus. Enfin, il y a un juste milieu. Mais Ouais, par on en contre, reparlera. quand il boxe, et on en parlera pour Canelo, pareil, hein, quand il boxe, par contre, Crawford, à chaque fois, bah, il boxe. Enfin, ses derniers combats, c'est que contre des monstres, en fait. Et Oui, oui, bien donc, sûr. c'est que des combats de championnat du monde de dingue, que des combats d'unification, que des machins. Hmm. Il monte de KT, il prend Madrimov. Enfin, tu vois, à chaque fois, c'est quand même. Il boxe pas assez, mais par contre, à chaque fois, l'adversité, elle est folle. Tout Donc, à fait. effectivement, on l'évoquera plus tard. Alors, la carte du 2 mai. Ouais. Bon, bah, on va commencer. Effectivement, il n'y a que 4 fights. Hein, donc, on va commencer par Leval Whittington contre Reito Tsutsumi. Ouais. C'est un combat intéressant. C'est un combat intéressant, mais pareil, c'est un combat de début de carte, et c'est un combat un peu. Comment dire?
Un peu avec des inconnus et un Ouais, c'est peu pour chauffer voilà. la salle surtout. Voilà, Je c'est pense que ça. c'est un combat un peu pas politique, mais dans le sens où on se dit, faut savoir, un Raito Tsutsumi, c'est son premier combat pro, mais il a été catapulté autant sur le plan sportif que Ouais, médiatique par la Riyadh Season. truc de ouf. C'est le petit frère de Hayato Tsutsumi pour ceux qui connaissent. Et bon, big up à Herbie évidemment. Là, on parle de boxeurs japonais, c'est l'un de ses chouchous. Ouais. Parce qu'en fait, on en a parlé avec Herbie lors de notre podcast où on parlait notamment de la boxe japonaise. Où en fait, tu as un système qui est très très cadré au Japon où en fait, tout se fait étape par étape. Tu peux pas, par exemple, même si tu es super fort, tu vas devoir passer par des étapes, combattre, devenir champion de ton lycée, enfin champion des lycées, champion national. Donc tu vas pas boxer au Tokyo Dome. Même si tu es super fort, tu passes par des étapes comme le Korakuen, puis après l'OPBF, etc., etc., etc. Et en fait, lui, il a tout juste 22 ans. Et il a été catapulté, il a passé toutes les étapes, dont une étape qui s'appelle le passage du titre A. Pour ceux qui regardent Hajime no Ippo, ils reconnaissent. Et ces trucs-là, en fait, c'est un événement qui te permet, en gros, un combat qui te permet de te qualifier pour pouvoir devenir boxeur pro au Japon. Et en fait, il avait tellement de hype, malgré le fait qu'il soit pas encore pro, que même cet événement-là, il a été diffusé à la télé. Ouais. Donc, en fait, c'est la pépite, hein, c'est vraiment la pépite des boxeurs, des jeunes boxeurs japonais. Ouais. Lui, en termes d'ambition, il dit, hein, il va être numéro 1 pound for pound. Et même, il se donne les moyens pour. On l'a vu tourner avec Naoya, on l'a vu tourner avec Shakur. Donc en fait, c'est un combat de début pour lui. Je pense qu'en termes d'adversité, face à lui, il a un adversaire qui a une victoire, 2 défaites, un nul. C'est vraiment un combat pour lui, le mettre en avant. Mais Ouais, puis il faut bien commencer quelque part, c'est toujours faut pareil. bien Enfin, vous commencer quelque connaissez, part. Et c'est justement, son vu premier fight. qu'ils ont des gros projets pour lui, ils se sont Voilà. dit autant le mettre sur une belle carte comme ça et l'internationaliser dès le début. Exactement. Là où au Japon, on a tendance à faire 3, 4, 5, 6 combats d'abord dans des petites salles, Au puis moins, monter, puis au monter. Korakuen, tenter le titre national, etc. Et là, effectivement, lui, Exactement. il passe pas par l'étape titre national. Là, enfin, c'est du moins dans la direction qu'ils prennent, c'est vrai que c'est assez unique. Ouais. Ça ressemble un peu à ce qu'a fait Nakatani dans une moindre mesure, mais c'est la Ouais. direction de enfin bon, au lycée et tout, t'as pas le choix de toute façon, t'es obligé de passer par les titres interlycées et tout ça. Mais effectivement, il y a ce côté, normalement au Japon, tu restes au Japon jusqu'à devenir champion national. Un peu comme les Mexicains, il y a ça aussi, où tu restes vraiment sur le territoire national et après tu essaies de t'exporter à l'international, ce qui n'est pas forcément le cas par exemple pour les Américains. Les Britanniques ont ça aussi, dans une certaine mesure, où tu passes par le titre britannique parce que c'est un titre tellement prestigieux. Ouais. Mais les Japonais, il y a vraiment ce parcours, comme disait Kabir, en plus où tu passes au Korakuen, où tu fais tes armes devant un public un peu difficile, un public d'experts qui est dur avec les boxeurs en plus. C'est difficile de combattre au Korakuen, donc ça leur fait le cuir, on va dire ça comme ça. Et après, tu tentes ton titre japonais, ensuite tu vas vers le titre asiatique, vers le titre du Pacifique. Enfin, en fait, il y a tout ce process-là que du coup, il est en train de sauter en rentrant dès son premier fight sur la Riyadh Season. Un combat contre un gars qui est pas son compatriote japonais, c'est pas un combat au Korakuen en sous-carte d'un titre national. Donc là, effectivement, il a sauté une étape. Donc maintenant, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va donner des idées aux autres boxeurs japonais? En vrai, j'espère pas, parce que le système japonais est quand même hyper vertueux, la façon dont il fonctionne. Mais lui, c'est peut-être effectivement aussi l'exception. C'est peut-être un talent tellement pur, tellement au-dessus du lot qu'il a peut-être même pas besoin de passer les étapes et de faire ses armes, et on va vite avoir des réponses là. Je suis plutôt en phase avec ça. Pour moi, c'est par rapport à ça. C'est parce qu'il a roulé sur absolument. En fait, toutes les étapes, il les a passées avec brio. Tu vois, même le titre A, ils l'ont mis à la télé tellement il était au-dessus. Et puis même, c'est le petit frère d'un grand boxeur aussi. Enfin, il y a plein de paramètres qui font que c'est un peu une pépite et que du coup, ils veulent pas perdre de temps. 22 ans, c'est jeune, hein, mais voilà, ils veulent vraiment pas perdre de temps et mettre en avant son talent. Donc, je suis content de le voir dans cette carte-là et big up encore à Herbie qui le kiffe aussi. Et je pense que vraiment, faut pas manquer ce combat. Puis c'est un combat de début de carte et c'est un 6 rounds, donc ça va aller vite. Et même pourquoi pas très vite parce qu'il pourrait clairement finir le combat avant la limite. Donc voilà, donc c'est un combat à pas louper. De toute façon, c'est 4 combats, c'est Times Square. Je pense que même pour l'ambiance, voir un peu la prod, ça peut être sympa de regarder toute cette carte. Hein. Ça va être digeste en fait. Donc ça va être le plus tôt dans la nuit, donc le plus facile à regarder finalement. Ensuite, on a le retour de Ryan Garcia qui affrontera Rolando Rolly Romero. Alors moi, il faut que je dise un truc sur ce fight direct. Je vais commencer par le commencement. Je déteste Romero. Je déteste le boxeur Romero. Je déteste Romero. Je déteste la personne, le personnage du moins, parce que je connais pas la personne. Je déteste le personnage. Je déteste le boxeur. Mais vraiment, son style me sort par les yeux. Je peux pas l'expliquer. C'est viscéral. Vraiment, c'est physique. À chaque fois que je le vois boxer, je déteste. C'est pas amusant. Ah ouais, non, vraiment. Et c'est moche. Enfin bref. Et Ryan Garcia,
je l'avais déjà raconté, mais les gens n'avaient peut-être pas vu à l'époque. Petite anecdote sur Ryan Garcia, que j'ai croisé à Riyad pour Ring of Fire en mai dernier, en mai 2024. Et il y avait beaucoup de stars. C'était combat undisputed, premier combat undisputed du siècle en poids lourd et tout. Riyad avait vraiment invité tout le monde. Il y avait vraiment des méga gigastars de la boxe. Ryan Garcia a fait bouger les foules comme personne d'autre. C'est lui la star de la boxe. C'est impressionnant. C'est lui la star de la boxe. Voilà. Il y avait Lennox Lewis, il y avait Evander Holyfield, il y avait Duran, tu m'as dit personne l'a il y calculé, avait par Duran, exemple. il y avait Roberto Duran, il y avait Larry Holmes. Il y avait, enfin là, je vous donne des noms quand même. Des légendes absolues du sport. Il y avait même des stars du sport un peu plus jeunes, etc. Ryan Garcia, le mouvement de foule ça a créé quand il est passé dans la foule, ça a créé un plus gros mouvement de foule que quand Fury et Usyk sont passés. Voilà. C'est ouf. Donc, juste pour l'anecdote, parce qu'on s'en rend pas forcément compte ou je sais pas, mais Ryan Garcia, c'est vraiment la star de la boxe. C'est indéniable. Ouais. À mon grand dame, ça c'est un autre problème parce qu'il est devenu la star de la boxe, mais je parle même pas des réseaux sociaux et tout parce que tant mieux s'il a réussi à gérer son image et sa communication. Les sportifs de haut niveau qui en plus arrivent à gérer leur image et à la rentabiliser et à créer une marque, bravo à eux, parce que du coup quand ils pourront plus se battre, ils auront leur marque et ils pourront continuer à gagner de l'oseille. Et si demain il se casse la main et qu'il peut plus jamais combattre, c'est pas grave, voilà. Moi c'est plus quand ils sont délire où il est parti un peu en live où il y a eu des propos quand même très limites, enfin très limites, la limite a été largement dépassée, des propos racistes, antisémites, tout ce que voilà, où il y a eu des propos très durs, homophobes et tout pendant sa période de délire, on va dire ça comme ça. Et Ouais. du coup, c'est devenu une méga gigastar à partir de là en fait, parce qu'avant ça, c'était une star des réseaux sociaux et tout. Mais le fight avec Heini, enfin le build-up du fight avec Heini l'a transformé en gigastar mondial parce que tout le monde en entendait parler, parce qu'il disait que des dingueries. Et bon, ça m'énerve un peu que du coup ce soit devenu lui le visage de la boxe. En plus, juste derrière, il y a le problème avec le dopage. Bon, ça fait beaucoup Ouais, quoi. c'est pas la meilleure vitrine en tout cas. C'est pas la Non, meilleure voilà. vitrine et pourtant il était bien parti quand il était tout jeune, justement avec les réseaux. Tout le monde Ouais. attendait au tournant parce qu'il faisait de belles vidéos. Ah, Tout le son, monde, son il était crochet très gauche, populaire. voilà. Et voilà, et puis on voyait au fil des combats, on attendait toujours un gros challenge, un gros challenge, un gros challenge, jusqu'à ce qu'on arrive en 2023 contre Gervonta, il fait un beau combat qui perd. Et puis après, c'est un peu en dents de scie, et puis forcément le fiasco contre Heini. Ouais. Donc c'est un combattant polarisant, et c'est aussi la boxe est aussi comme ça, hein, et on l'accepte. Et il est Mais on va excitant à regarder le regarder. combat. Mm. En fait, c'est ça, c'est qu'il est polarisant, mais il est excitant à regarder. Donc, du coup, tu Oui, vas donc tout le regarder monde va en regarder fait. le combat. Non, mais Voilà, c'est c'est ça. très bien, mais c'est juste que en fait, ça rend, c'est un peu triste de se dire qu'on on a d'excellents boxeurs, mais que les gens se réveillent plus, entre guillemets, pour lui que pour d'autres. Mais après, Ouais. on va kiffer quand même, on va regarder. D'un point de vue, pareil, hein, Romero, on n'en a pas parlé, excellent, excellent combattant. Il s'est incliné que 2 fois face à Gervonta et face à Isaac Cruz. Mais sinon, il est vraiment bon. Mais comme je te dis, la boxe, enfin, en termes de résultats, je veux dire, hein, mais en termes de style, c'est pas forcément le Il a un plus gros flashy. palmarès, mais oh là là là, Ouais. bah, moi je Ouais, déteste, je déteste. ouais, ce que j'allais dire en termes de style, c'est pas forcément le truc le plus kiffant et Ah ouais, non. bah je pense qu'il agit un peu en tant que faire-valoir face à Ryan Garcia parce Oui, que parce que c'est un nom qui est déjà connu, donc effectivement, voilà, Ryan Garcia bat pas un inconnu non plus, il bat un mec avec un gros palmarès qui a déjà une expérience de titres mondiaux. On n'est pas sur, sur un tocard qu'on a récupéré dans le coin de Times Square, hein. Enfin là, il pouvait pas de toute façon, ouais. on est sur du combattant élite, mais Mm. effectivement, je pense pas qu'il pose de grands problèmes à Ryan Garcia. Ouais, On va pas se mouiller là-dessus, mais enfin, on va se mouiller, mais Ryan Garcia va gagner par KO, je pense, de exactement. façon Same. assez évidente. On enchaîne ensuite avec le co-main event, donc Devin Haney contre José Carlos Ramirez. Combat américano-américain. On est sur Devin Haney, du coup, toujours invaincu. Par définition, puisque sa seule défaite a sauté contre Ryan Garcia. Encore une fois, on a un avis ou pas, mais moi je trouve ça logique que la défaite ait sauté puisqu'il y a eu triche. Donc à un moment donné, voilà. Après le problème c'est le Évidemment. 2 poids 2 mesures, évidemment. 31 combats, 31 victoires, rien à dire. Ramirez, c'est 29 victoires, 2 défaites. Donc là, on est quand même sur un combat compétitif sur le papier, mais évidemment, pas du tout le même niveau d'adversité. Exactement. Pas du tout le même parcours. Devin Haney, champion undisputed. Enfin là, on parle quand même de. Il est hyper critiqué Haney par son style et par sa personnalité aussi. Moi, Haney, je pense que c'est vraiment la très 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 grande boxe, très technique, très intelligent, très défensif. C'est comme Shakur, on aime, on n'aime pas. Maintenant, de là à dire que c'est des mauvais boxeurs, il Exactement. y De a toute un monde, tu vois. façon, on va reprendre les paroles de notre regretté George Foreman. La boxe, c'est comme le jazz. Moins on aime, meilleure elle est.
Donc, C'est ça, exactement ça. tout simplement. Quel bonhomme ce Georges. Des bisous. Des bisous, Georges. De là-haut. Donc, en fait, c'est un combat pareil de reprise d'activité parce que Heini, il n'a pas combattu depuis un an, hein, depuis le fight contre Garcia. Donc, c'est un retour. Maintenant, Ramirez. Ouais. Bah, En Ramirez, fait, c'est c'est une opposition compliqué. intéressante. Ouais, intéressant, mais tu sais, on a beaucoup parlé, même nous, avant, quand on faisait les previews des combats de Devin, de son manque d'activité. Ouais, Mais Ramirez, c'est pas mieux. Il a non. très peu combattu. En fait, le Covid, ça fait partie. À l'époque, enfin, ça remonte, hein, le Covid, c'est bientôt 5 ans, tu vois. Ouais. À ce moment-là, si t'étais pas populaire, si t'avais pas de hype, tu pouvais impossible de combattre. Donc Ah en bah non, fait, non. il y a énormément de combattants qui ont pris un gros coup dans leur carrière par rapport au Covid, tous ceux qu'on a actuellement à peu près la trentaine, et lui, il en fait partie. Hmm. Donc c'est un bon boxeur, un pedigree type élite, mais en fait, il a été victime de son manque de popularité, donc il a eu très peu d'activité. Et le peu de combats qu'il a eu, ben, malheureusement, il a loupé les steps. Il a perdu contre Josh Taylor à la sortie du Covid, Ouais. et ensuite, il a reboxé contre Barbosa, qu'on verra en main event, et il a perdu, pareil, en décision unanime, sur un combat qui était assez unilatéral. Ouais. Donc en Ouais, puis fait, pareil, Taylor, c'est en pareil, c'est termes. pas une défaite, c'est une défaite honorable, tu vois. De perdre contre Oui, bien Taylor, sûr, c'est hein, non, pas. ouais, Voilà, il fait les bons combats. Il s'est c'est loupé ça. il s'est loupé parce qu'il est tombé sur plus fort. Mais Oui. malheureusement, pas énormément d'activité, pas trop de hype. Ouais. Donc ça fait que j'aime pas dire le terme journeyman parce qu'il a un palmarès qui n'a pas à démériter, mais il va toujours être en dessous du top 3, top 4, top Ah, 5 c'est parce la que chance sur de cette sa vie, là. catégorie-là. Ouais, c'est ça, Clairement, c'est le fight de sa vie. S'il arrive, par contre, voilà, s'il nous fait une surasse ou quoi, ça peut régaler. Mais là, c'est autre chose. comme on se le dit, sur le papier, c'est compétitif. Mais on a tendance à se dire que, au vu à la fois de ce qu'on se dit, hein, par rapport à tous les aspects extra-sportifs, mais même techniquement, par rapport au gap technique qu'il y a entre Devin Haney et Ramirez, on peut avoir un Haney qui va rouler pendant plusieurs reprises et faire sa décision unanime Oui, comme d'hab, quoi, à la cool. Il va clairement. dérouler sa boxe et sans trop de difficultés. Reprendre ses marques. Ramirez, je sais pas quelles armes. Pourtant, j'ai pris le temps justement de regarder un peu ses fights, de regarder comment il boxe, sa manière de. Je sais pas avec quelles armes il va réussir à avoir Eni, hein, parce qu'en termes de. Je suis d'accord avec ça. En termes d'attaque, il va pas pouvoir trouver énormément de solutions face à Eni. Il est plus grand, donc mais sauf qu'il va devoir avancer, donc ça va être compliqué à mi-distance. Donc voilà. Mais ça va être un très beau combat, ça j'en doute pas. Mais après, ouais, je pense pas que il a forcément beaucoup d'armes pour pouvoir faire chanceler, ne serait-ce qu'Eni. Non, je suis d'accord avec toi. On va voir, mais j'ai un doute aussi. Aini devrait gagner la décision Ouais, il unanime prend sa assez décision tranquille. Mm. tranquillement. Ensuite, on passe au main event. Donc, Teofimo Lopez contre Arnold Barboza Jr. pour le titre WBO des super légers. Là, c'est intéressant. Par contre, Ouais. là, il y a un vrai fight. Bon, Théo, vous savez ce qu'on en pense, puisqu'on a déjà preview des combats de Théo. Vous savez ce qu'on en pense, vous savez à quel point on apprécie Teofimo Lopez et à quel point on estime Teofimo Lopez. Donc 21-1, sa seule défaite c'était contre Georges Kambosos Jr. Il avait perdu son titre Undisputed à l'époque, qui ensuite avait été repris par Devin Haney. D'où l'idée des 4 rois, etc. Parce que ça se superpose dans tous les sens. Enfin bon, bref, vous connaissez à comprendre un peu le truc. Et Barboza Junior, qui est quand même pas sur une mauvaise dynamique et qui a battu Jack Catrol cette année. Ce qui Qu'on est aime quand beaucoup même en plus, hein, qu'on pas kiffe rien. et un Ouais, beau ce qui est pas combattant. rien. Trop bien parce qu'en plus chez The Ring là, il a fait une interview avec The Ring et Barbosa que j'ai pris le temps de regarder où en fait il fait un breakdown de son propre combat contre Ouais, Catrol. Et donc hyper c'est intéressant. super contenu, je vous recommande. Ouais, chapeau, c'est déjà super contenu. Et du coup, tu le vois décrypter sa boxe, celle de Catrol, voir comment il a réussi à gérer son style parce que nous on aime beaucoup le style de Catrol. Oui, Et même, on n'avait pas fait de preview à l'occasion, mais on le voyait plutôt favori. Hein, et je pense même qu'il était oui, favori auprès des bookmakers, etc. oui. Donc, Barbosa, en fait, il a de l'adversité, il gagne ses combats. Franchement, il fait un beau boulot. Et là, Ouais. moi, je pense que c'est le combat le plus compétitif de cette carte, très clairement. Ah Et oui, oui, clairement. là, Théo, c'est celui qui a le plus à perdre parce que c'est sa 5e défense de titre. Donc là, il était censé être à la cool. Il a toujours défendu son titre face à des adversaires plus ou moins prestigieux. On en parlait de Claggett. On était un peu Ouais. Steve Claggett, son dernier adversaire. On Mm. était un peu déçus à la fois de l'opposition et même du combat parce Du qu'on fight aussi, s'attendait ouais. à avoir un Théo finir le combat rapidement. Bon, il a fait sa décision unanime, hein, et il a roulé sur Claggett, mais en fait, il n'a pas forcément été ultra décisif. Donc là, Mm. le niveau monte d'un cran et on l'attend beaucoup au tournant. Il est en main event de cette carte, donc bon, ça va être compliqué. Puis c'est une opposition de style, hein, parce que Bah, Théo, ouais. il bouge bien, il a une boxe assez peu orthodoxe, explosive. Il tape fort sur un coup, mais face à lui, il a un boxeur qui est plutôt à la boxe américaine Oui. pure, avec une boxe académique, bonne défense. Il aime bien contrer, on l'a vu contre Catrol. C'est-à-dire que si tu lui Ouais. rentres dedans, lui, il est tranquille.
Il va dérouler son style et il va essayer de te remiser, travailler. Il va prendre des coups, mais il va réussir à remiser derrière. Donc ça va être une belle opposition. Je pense que Théo est un peu au-dessus quand même d'un point de vue technique, physique, sportif. Mais Barbosa, il pourrait en faire galérer Théo dès le début et Théo pourrait ne pas trouver la solution, un peu comme il a fait face à Kambosos. Bah, Donc ça pourrait être Théo, compliqué. c'est le boss de cette KT, entre guillemets, des super légers. Maintenant, avec l'arrivée d'Aini, en fait, le combat qu'on va voir, c'est Lopez contre Aini, point. Voilà, Ouais, il y a bien pas sûr. de... Mais encore une fois, le mettre Aini en co-main event et Lopez en main event, ce que je vous disais tout à l'heure, ça se faisait beaucoup à l'époque au César Palace, sur le parking du César Palace, de faire ça avec les 4 rois. Les vrais 4 rois, de les mettre comme ça, les uns sur les autres sur la même carte en co-main event, ou alors carrément en main event égalité, on va dire, mais avec un au-dessus de l'autre. Enfin bref, ça se faisait Ok. beaucoup. Donc c'est peut-être l'idée. Voilà, c'est peut-être l'idée. Donc ça, c'est la première carte qui aura lieu à Times Square dans la nuit du 3 au 4. Ensuite, on passe à la carte Canelo versus Skull, je sais jamais comment ça se dit. Skull, on va dire. Allez, on va pas s'emmerder. Je te suis. Donc là, qui sera le samedi soir. Donc vous avez le samedi pour faire la sieste. 18h, on allume la télé, on regarde Leinster-Northampton, et après, on passe sur DAZN pour se La faire propagande. propagande rugby au passage. Alors, c'est donc toujours The Venue à Riyad. C'est un événement pour moi, parce que c'est le premier fight de Canelo à Riyad sous l'hégémonie de la Riyad Season. Donc pour moi, c'est un événement, qu'on le veuille ou non. La méga giga star de la boxe, le visage de la boxe. Bon, on va pas lancer un débat là-dessus. Le visage de la boxe qui se déplace à Riyad, alors qu'on pensait que ça n'arriverait jamais. En plus, il y avait petite guéguerre entre Turquie et Canelo. Donc là, c'est que le chèque a Mm. dû être méchamment juteux. Je fais juste ultra rapide parce que les deux premiers fights, il n'y a rien à décrypter puisqu'on n'a pas d'infos. Juste, je vous les présente comme ça, vous les avez. Brian Leon contre Aaron Guerrero, ce sera le premier ou le deuxième fight. On n'a pas l'ordre exact encore, et ça, vous savez que ça peut changer au dernier moment. Chez les mi-lourds, Brian Leon, 22 ans, cubain, 6 combats, 6 victoires, 6 KO. Dernier combat en date, victoire par KO, deuxième round, février 2025 contre Alan Flores Olivas. Il est managé par Eddie Reynoso, le coach slash manager de Canelo. Ça a son importance, je pense. Aaron Rocha Guerrero, 29 ans, mexicain, 15 combats, 11 victoires, dont 7 par KO, 3 défaites et un nul. Son dernier combat, c'était en août 2024. Il avait gagné par KO contre José Guadalupe Macias. Pardon. Donc ça, c'est le premier ou le deuxième fight. Et l'autre premier ou deuxième fight interchangeable, c'est Marco Verde contre Michel Polina. C'est chez les moyens. Marco Verde, c'est ses débuts. Il a 23 ans, il est mexicain, donc on n'a pas plus d'infos pour l'instant. Et Michel Galvan Polina, 12 combats, 4 victoires, 5 défaites et 3 no contest. Voilà. Ensuite, on passe à la partie intéressante, on va dire, de la carte, sans manquer de respect à ces deux fights. Mais ça, c'est les fights. En plus, pour avoir été à Riyad, c'est vraiment les fights. Je vous donne un secret sur ce qui se passe sur ces fights-là. La presse est même pas encore là. C'est-à-dire le bus a même pas encore déposé la presse pour ces fights. C'est un truc de ouf. J'ai loupé les deux premiers fights. Il y avait Isaac Lowe dans le lot. Pas mal le jeu de mots sans faire exprès. J'ai loupé le fight d'Isaac Lowe notamment. Enfin, je suis arrivé au dernier round du fight d'Isaac Lowe parce qu'en fait, il dépose même pas la presse pour les premiers fights. Tellement c'est vraiment des fights d'occupation, histoire d'occuper le créneau télé, en fait. Voilà, Ouais, c'est juste limite pour pour ça. préparer la prod, pour faire les Mais c'est tests ça, en hein. prod ou quoi, Tu tu vois. déconnes, mais c'est ça, hein, vraiment. C'est des failles qui te permettent de te planter à la prod, qui te permettent de te planter à l'orga, qui te permettent de, s'il y a un problème avec les billets des gens, ils rentrent pas, tant pis. Parce que la salle était vide, hein. Il y avait 30 personnes, et je pense que c'était des gens qui bossaient à la Kingdom Arena. Ça va aller, Dylan? Donc le troisième combat, Badou Jack contre Norer Mikaelian, combat pour le titre WBC des cruisers, donc des lourds légers. Badou Jack the Reaper, donc la faucheuse, il a 41 ans, n'empêche. Suédois, 1m85, 34 combats, 28 victoires, 17 par KO, 3 défaites dont une par KO, 3 no contest. Il avait pris la ceinture WBC en février 2023 à Ilunga Junior Makabu. Il avait gagné par KO au 12e round et il avait rendu vacante, enfin il s'était fait retirer la ceinture, faute de défense. Norer Mikaelian, 34 ans, arménien, 1m92, 29 combats, 27 victoires, 12 par KO. 2 défaites, alors une contre Bradis et une contre Vlodarczyk. Donc on est quand même sur Ouais, les c'est du haut deux niveau. défaites, c'est ce qui se fait de mieux chez les cruisers. Dernier combat en date contre Ilunga Junior Makabu, novembre 2023, victoire par KO au 3e round, et il s'était emparé du titre vacant de Badou Jack à l'époque. Donc Badou Jack vient reprendre son dû sur ce combat. Exactement, ouais, c'est un combat où on va essayer d'identifier le champion légitime WBC sur cette catégorie. Belle catégorie.
Je Ouais. pense que ça va être une belle opposition de style. Badou Jack, il a fait une grosse prépa et j'en profite pour faire un gros big up à Seydi Coupé, un combattant qu'on avait vu à Londres Ouais. et qui m'avait envoyé un petit message parce qu'il faisait la prépa avec Badou Jack. Il a aidé à préparer le combat. Il a chopé et gagné avec la manière le titre européen. Là, il n'y a pas plus tard que 2 semaines. Donc, un Bravo à gros lui. big up pour ceux qui nous écoutent. Et je sais qu'il m'a aussi, nous a aussi filé des insights sur la préparation de Badou Jack. Donc, c'est Mhm. vrai qu'on parle de l'âge. On se dit, ouais, ça va être compliqué. On peut voir ce combat comme un passage de témoin par rapport à son adversaire qui est beaucoup plus jeune. Il y a 7 ans d'écart entre les deux. Mais je pense que voilà, il en a encore sous le coude. Ça va être un très beau combat pour un titre. Donc ouais, ça va être du spectacle, combat légitime, un beau joli combat. On est bien. Ouais. C'est bien en plus, surtout chez les cruisers où en fait, à part Opetaya Bredis 1 C'est et ça 2, en fait. on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Et typiquement, Opetaya, ça défend sa ceinture. On veut mieux en fait pour Opetaya, et typiquement un Opetaya contre Badou Jack, contre Zurdo, enfin on veut qu'ils s'affrontent entre eux. On est dans une ère d'unification là en ce moment, donc on voudrait voir un peu plus d'unification justement. Mm. Donc celui-là c'est un beau fight. En fait le champion qui gagnera sera le champion légitime WBC comme tu disais, et donc après il faut partir effectivement vers de l'unification vite, surtout que Badou Jack il a 41 ans, il a beau Ouais. être en forme, il a pas toute la vie devant lui non Ouais, plus. il en reste 2-3, hein, à Voilà, mon il est en sens. fin Hein. de Tu peux carrière. pas. Ouais. Et ensuite, le retour de Martin Bacolé, qui affrontera donc Efe Ajagba. Combat éliminatoire pour le titre IBF poids lourd. Alors, c'est bon, décision. Bon, décision chelou de l'IBF pour changer. Donc, techniquement, je sais plus où on en est au niveau de la rotation. Mais le vainqueur de Usyk Dubois 2, donc vous avez vu, ça a été annoncé pour le 19 juillet à Wembley. Le vainqueur de Usyk Dubois 2 pourrait affronter donc le vainqueur de Martin Bacolé et Fea Jagba, en fonction de la rotation des défenses Ouais. obligatoires, et pas affronter, par exemple, je sais pas, attends, au pif là comme ça, Joseph Parker, vraiment au pif, premier nom qui me pop. Ah bon, vraiment? Bon bref, c'est de la connerie monumentale. Bacolé, il a beau pas avoir eu de camp, etc. Techniquement, il a perdu au deuxième round par KO contre Ouais, Parker. Enfin, évidemment. c'est quoi de lui donner? Je suis pour que Martin Bacolé soit récompensé pour, surtout financièrement, pour le risque qu'il a pris. Je suis pour Martin Bacolé soit récompensé sportivement pour le boxeur qu'il est tous les jours. Mais à un moment donné, il faut arrêter de squeezer Joseph Parker, c'est plus possible. C'est ça en fait. C'est une catastrophe. Et justement, ce qui est. Après, déjà, la boxe est incompréhensible. Je vous redirige une dernière fois vers la vidéo de Dylan. Mais au-delà de ça, ce que je veux dire par rapport à tous ces micmacs d'organisation, de rotation sur la défense des titres, c'est vrai que tu as des boxeurs qui sont, à mon sens, plus légitimes, qui sont parfois squeezés dans l'équation pour le titre, et spécialement dans la catégorie des poids lourds. On a eu un peu tout et n'importe quoi, même ces dernières années, à notre plus grand plaisir, parce qu'au final, on a d'excellents combattants. Le top 10 poids lourd, il est vraiment magique. Et franchement, sur les 5 dernières années, on a vraiment été bien. Mm. Mais c'est vrai que Joseph Parker, il a clairement, normalement, son ticket pour pouvoir essayer de choper la Bah, ceinture. déjà, il aurait dû combattre À contre voir. Usyk et ça aurait pas dû être Dubois. Alors, c'est bien l'undisputed et tout. Bon, bref, on va pas revenir là-dessus. C'est pas la suite de la Oui, bien vidéo. sûr. La vidéo va être assez longue C'est sûr. comme ça. Mm, Mais c'est déjà un scandale. c'est Ou sûr. même, même si on parle pas de Parker, on peut parler de tous ceux qu'il y a derrière dans la ligne et qui sortent d'une victoire ou qui sont invaincus ou qui sortent Ah d'une ouais. grosse victoire, tu vois. Cabayel, Je par pense à exemple, Kabayel notamment. Voilà, j'allais citer Kabayel qui sort quand même d'un KO sur Jang. C'est pas normal que Parker et Kabayel se retrouvent pas dans une. Enfin, du coup, on fait quoi? On fait affronter Parker et Kabayel entre eux alors qu'ils ont tous les deux gagné le droit au titre maintenant, tu vois. Ouais, Et là, on fait affronter Martin Bacolé et Efe Ajagba. Et la finalité de ce fight, en fait, serait la même que pour Parker Kabayel, c'est-à-dire un exactement. shot pour le Undisputed. Moi, je trouve ça surréaliste. Après, à voir, parce que Usyk va battre Dubois. Hein, pardon, là, ça faisait longtemps que j'avais pas parié contre Daniel Dubois. À chaque fois, je me plante. Là, je parie très fort contre Daniel Dubois. De toute façon, je ne parierai jamais contre Alexander Usyk. Ça, je vous l'ai dit à la fin de Ring Toi, of t'es un Fire. chat noir, hein. Moi, j'ai plus confiance. Maintenant, je doute à cause de. Non, non, je parie pas sur Daniel Dubois contre Alexander Usyk. Personne ne peut battre Alexander Usyk. Donc ça, c'est une chose. Et surtout que c'est pas comme s'il y avait eu un premier fight, tout Oui, ça, bien quoi. sûr, bien sûr. Donc non, il a beau avoir évolué Dubois, ce sera évidemment non. On sera pas là pour faire la preview, donc vous avez vu, on vous donne notre avis maintenant. Enfin, on sera je serai Jab Live où on vous fera une preview extensive évidemment. Mais c'est hors de question que je parie sur Dubois Oui, bien sûr. et du coup, Usyk, on verra ce qu'il fera des ceintures après ça, parce qu'il est pareil, il va pas défendre les ceintures toute sa vie non plus. Au bout d'un moment, il va en avoir ras le Ah, cul. il est pas tout jeune. Donc, du coup, enfin bon, Ouais, bref, je comprends en pas plus, les ouais, prémices de ce combat en fait.
Autre déception, enfin on en parlait, c'est un beau choc. Et c'est vrai qu'on n'a pas mis beaucoup de lumière sur Efe Ajagba, nous on en parlait souvent parce qu'il frottait tout le temps le top 10 Ouais. et malheureusement il n'a jamais eu ni la lumière ni l'adversité pour mettre en avant son talent. Et donc c'est bien aussi de le voir face à Martin Bacolé, ça va être une galère pour lui, faut le dire. Ah oui, Mais oui. c'est un joli duel entre deux Africains et c'est dingue parce que pas plus tard que dans 10 jours, enfin le 10 mai, on a un gros combat en Guinée équatoriale où il y a notre ami Siliman Sissoko qui Ouais. va combattre. Et je trouve ça délirant d'avoir Il y a mis ce Kevin aussi qui combat, combat-là. non? Enfin, c'est en gros, pardon? Il y a Kevin et les Sadjo aussi, non, sur la Oui, carte? Kevin Sadio, il y a même Ouais. t'as le petit-fils de Mohamed Ali, t'as Nico Ouais, Ali ouais, ouais. Walsh, t'as tout, en gros, t'as du beau monde, c'est une très belle carte. Mhm. Je trouve que ce combat aurait eu plus de place, un Martin Bacolé fait à Jacques il aurait eu plus de place dans une carte Mhm. en Afrique, même avec moins d'enjeux, peu importe, mais bon, voilà, c'est Non, le ça business méritait, qui moi je veut suis ça. d'accord, ça méritait un fight en Afrique. J'aurais Après, trop ça, aimé, ça aurait été c'est un comme ça. magnifique co-main en Oui. Afrique. En Guinée Ah, mais équatoriale, clairement. tu mets Martin Bacolé contre Efe à Jacques ça aurait été un Non, non, mais clairement, ça retentissement méritait d'être en historique. Afrique. Mais bon, ça c'est mon avis de fan, on va dire entre guillemets. Non, Et je suis pareil, d'accord. je te rejoins sur l'aspect politique. Évidemment que ça me paraît pas, enfin c'est pas cool et c'est délirant même de donner le ticket d'or à l'un des deux gagnants de ce combat entre Martin Bacolé et Fea Jagba, sachant qu'on sait très bien que Joseph Parker c'est le combattant le plus légitime Ouais, puis on s'en sort pour pas trop affronter mal, Alexander Usyk. Mais bon, finalement. peu Parce que importe. En tout l'IBF cas, voulait on mettre va kiffer. Hein, Chisora c'est vrai que contre Dubois, on rappelle. Ils tu vois, voulaient c'est faire ça qui Chisora est. Dubois. Ouais. Donc, Ouais. pour le titre IBF, si Usyk Après, c'est les Dubois est poids pas lourds. Hein. annoncé, c'est Chisora Dubois. Donc, Ah ouais, c'est les poids lourds. Donc ça, j'ai l'impression que ça va jamais bouger ce truc. non. Aussi loin que je me rappelle, on a toujours eu des squeezes, des coupes-circuits chez les poids lourds, malgré tout ce qu'on peut dire. Ça a toujours été comme ça. Mais bon, en tout cas, sportivement, on va kiffer. Hein. Martin Bacolé, ceux qui me connaissent, ils savent que c'est mon chouchou. Donc toujours heureux de le voir. Et Fea Jacques très content de le voir dans une carte comme ça, de le voir pouvoir s'illustrer face à un bel adversaire. Je pense qu'il a dû se préparer très sérieusement. Gros combattant, mais face à lui, il a le plus gros puncher de sa catégorie, de son époque et peut-être de toute catégorie confondue à ce jour. Donc ça va être très compliqué. On verra. Et puis là, encore une fois, Martin Bacolé, il est préparé. C'est vrai qu'on le rappelle, hein, son dernier combat où il a perdu en 2 rounds. Il a perdu en 2 rounds, je l'accepte. J'ai pris ma session van par Dylan, ok. Mais en tout cas, faut l'admettre, il n'était pas préparé. Oui, Il bien était sûr. vraiment pas préparé. Et donc là, on l'a vu, hein, il a fait une super prépa, il est au top. Et donc ça va être cool de le voir. Et puis je pense que moi je me mouille, je le vois finir Efe Ajagba, hein, franchement. Même Ah si oui, ça va moi être aussi. compliqué, mais je le vois finir. Moi aussi. Et je rappelle vite fait les palmarès des deux boxeurs. Bon, Bacolé, vous connaissez, mais on va vous le représenter quand même. Martin Bacolé, 33 ans, congolais, 23 combats, 21 victoires, dont 16 par KO, 2 défaites, 2 par KO. Donc la dernière en date, c'était contre Joseph Parker en février 2025. Il avait remplacé Triple D, Daniel Dubois, au pied levé. Ça, c'est pareil. Bon, Dubois, du coup, on n'a jamais su ce qu'il avait vraiment pour le combat contre Parker. Il était ultra On dit quoi? malade, je sais pas quoi. On n'a jamais eu de nouvelles, on n'a jamais eu le fin mot de cette histoire. Salade. Un mois après ou 2 mois après, enfin un mois et demi après, on nous annonce qu'il combat pour le titre undisputed Usyk à Wembley. Mais du coup, Parker dans tout ça. Enfin bref, je sais qu'il est très sympathique, Joseph Parker, pour le connaître un peu dans la vie. Je pense que là, il l'avait mauvaise quand Ah, bien sûr. même. Il avait perdu donc par KO au deuxième round. Il est classé 8e à The Ring Magazine, 6e WA, 4e WBC et 10e à l'IBF. En face de lui, ce sera donc Efe Ajagba, 31 ans, Nigérian, 21 combats, 20 victoires, 14 par KO. Une défaite, c'était contre Frank Sanchez. C'était son gros test. Bon, pour l'instant, il est passé à côté, mais c'était il y a quelques années, donc il a pu évoluer depuis. Son dernier combat, c'était en avril 2024, donc c'était il y a un an quand même, contre Guido Vianello, victoire par décision partagée. Donc, et le combat était pas fou, j'ai un souvenir de ce combat très laborieux. Il est 10e au classement The Ring, il est 3e au classement WBC, 12e WBO et 3e au classement IBF. Donc le 3e contre le 10e au classement IBF, ça fait un title eliminator. Ok. Peu importe. on passe à autre chose. Anyway. Ouais, anyway. Le co-main event. Jaime Munguia contre Brunello Suras. Rien que ça. C'est notre main event à nous, on le dit ou pas? C'est le main event du peuple, hein, là, clairement, enfin des Français du moins. On fait petit rappel rapidos. Jaime Munguia, 28 ans, mexicain, 46 combats, 44 victoires, 35 par KO, 2 défaites, Canelo et Bruno Suras. Et ouais. Dernier combat, donc c'était contre Bruno, décembre 2024. Il avait perdu par KO au 6e round. Il est classé 7e The Ring, 5e WBO, 5e IBF. Je vous donne les classements quand il n'y a pas de ceinture en jeu. Comme ça, vous pouvez situer un peu où ils se situent dans l'évolution. Qu'est-ce qui les attend s'ils gagnent. Bon, Brunello Suras en face, 26 ans, français, 26 combats, 26 victoires, dont 5 par KO. 8e The Ring, 5e WBC, 9e WBO, 8e IBF, et ce sera chez les super moyens. Revanche immédiate d'un fight élu Upset of the Year par The Ring Magazine.
et par nous, et par Herbie, et par, et par tous les gens qui suivent la boxe de près entière, ou en de fait. loin. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on attend de ce rematch Kabir? Une confirmation, évidemment, de Bruno. Ouais, une Mais qu'est-ce qu'on confirmation. attend? Ben, déjà, hein, on veut qu'il prenne son chèque, donc ça, c'est au top. Non, la vérité, parce qu'on en a parlé en off, officiellement, il y a plein de choses. On sait que la boxe en France, c'est pas facile. Malheureusement, tous les sports de combat, c'est tellement ingrat. Les gens qui vivent de ce sport, uniquement de ce sport, ça se compte sur les doigts d'une main, malgré tout le Ouais. talent qu'on a. Donc, évidemment, tu le disais tout à l'heure avec justesse, hein, bien gérer son image, ça a toute son importance dans notre époque et dans ce sport, parce que c'est un sport très incertain, très ingrat, où justement, Jaime Munguia, tu peux faire l'upset, tu peux devenir une star, comme tu peux être oublié en un combat. Donc déjà, on lui souhaite de pouvoir capitaliser sur cette première victoire et ce nouveau combat. On lui souhaite aussi bien sûr évidemment la victoire, et on sait que ça va être compliqué parce que là on a un Jaime Munga qui a préparé, qui a dû charbonner comme jamais, parce que il était sur le papier à mon avis bien confiant. Ouais. J'avais entendu justement que sur sa prépa du premier combat, il était peut-être à 100 kilos Ouais. pendant la prépa. Avant la prépa. Ouais, Donc oui. il a fait un cutting terrible à mon avis. Donc il a dû plus se focus sur la perte de poids que sur la prépa à proprement parler, en se disant qu'il allait juste prendre un Français qui est invaincu, quoi. Et du coup là, je pense qu'il a dû travailler très très sérieusement. Au-delà de l'aspect honneur, même sportivement, ça peut être compliqué. Mais je pense que Bruno, il a aussi cet aspect confiance, et au-delà de ça, c'est une pépite aussi quand même technique. Faut pas le négliger. Il n'est pas venu là par hasard, et avec sa prépa, avec tout ce qu'il a pu capitaliser lors de son premier combat et de la prépa entre les deux, je pense il a moyen quand même de faire de belles choses. Donc on lui souhaite bien sûr de gagner. Mais ouais, ça va être une grosse opposition, et je suis trop content de le voir en co-main. Je suis Oui, moi vraiment aussi. trop Co-main content. d'une carte Riyadh Season sous Canelo De et tout. Donc là, il Canelo, a pris du fric. c'est-à-dire Et ça, t'as c'est un bien. Français qui va boxer en co-main de Voilà. Canelo. Et ça, c'est bien. Et en plus, on sait que. Enfin, on s'imagine que s'il bat Munguia, bah, la prochaine étape, c'est Canelo. Ou peu importe. Enfin, ou Skull, du coup. Mais enfin, peu importe. La prochaine étape, c'est au moins un gros fight. Encore plus gros. Encore plus de pognon. Voilà, voilà. Et surtout. En fait, il y a un truc, j'ai l'impression que les gens ont oublié, et moi le premier, je me suis refait le fight du coup pour me remémorer des trucs. En fait, il est pas ridicule, Bruno, pendant les Non, 6 non, rounds. la droite, elle passe, hein, depuis Oui, du voilà, début. En fait, on a eu exactement. des Elle est drapeaux préparée. rouges qui ont été levés. Premier, deuxième, surtout troisième. Et en fait, petit à petit, elle passait de plus en plus. Exactement. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on parle d'upset. En fait, c'est le résultat qui est upset. Par Oui, exemple, comme s'il avait mis un on se lucky disait que punch, mais en fait, non, c'est plus exactement, compliqué mais que ça. c'est pas un coup de poing au hasard qui a fait qu'il est Non, tombé non. par terre. C'est en fait, il a setup, il a travaillé proprement, et c'est dingue parce qu'en plus on trouve même des extraits dédicaces à coach Shakib justement, qui aussi Ouais. partage les vidéos de Bruno Suras qui l'aide dans sa prépa. Et en fait, tu voyais que il travaille ça depuis des années. Il travaille très sérieusement. D'ailleurs, on le voit travailler même là sur sa prépa avec Kevin Elesadjo, avec Mbili. Tu le vois travailler. Donc il y a pas de hasard en fait aussi. Il Non. travaille très dur, et donc il a pas démérité sa victoire. Et donc là, je pense qu'il est bien parti pour pouvoir faire une très très belle performance, et on lui souhaite de gagner. Ah bah Évidemment. Genki Dama, hein. Tout le monde les bras en l'air, Ouais, tout le monde les bras en évidemment. l'air pendant le fight de Bruno. Canelo contre William Skull, bon, vous me direz. C'est le combat pour le titre undisputed des super moyens, donc c'est quand même un combat important malgré tout. Mais j'ai une anecdote marrante. J'ai remarqué un truc en écrivant le conduc, qui m'a fait doucement rigoler. Donc le triple champion Saul Canelo Alvarez, 34 ans, mexicain, 64 combats, 62 victoires, dont 39 par KO, 2 défaites, Mayweather et Bivol. Dernier combat en date, c'était contre Berlanga en septembre 2024. Il avait gagné par décision unanime, très unanime. Il est le champion actuel WBC, WBA, WBO, The Ring Magazine. En face, William Skull, 32 ans, cubain, 23 combats, 23 victoires, dont 9 par KO. Son dernier combat, c'était contre Vladimir Shishkin en octobre 2024. Il s'était emparé à l'occasion de la ceinture IBF par décision unanime dans un combat, pour le coup, vraiment partagé. Et là, je me suis rendu compte d'un truc. Parce qu'effectivement, Skull, c'est pas un mauvais boxeur, loin de là, évidemment. Il a fait son parcours en IBF, il a été intelligent, on va dire, dans le choix de ses combats, d'éviter Canelo, grosso modo, jusqu'à être champion pour affronter Canelo, et prendre un gros chèque. C'était une très bonne idée. Mais du coup, en octobre 2023, il affrontait un mec qui s'appelait Christian Fabian Rios, qui avait un palmarès de 23, 18, 3, et c'était dans un combat en 6 rounds. En novembre 2023. 2022, il affrontait Abel Nicolas Adriel, qui avait un palmarès de 26, 25, 3, et c'était un 8 rounds. À la même époque, exactement, Canelo, il affrontait Triple G et Charlo.
C'est ça le truc. Pour dire la différence de galaxie. Ouais, c'est la folie. Pour rappel, Reito Tsutsumi, il boxe en 6 rounds pour son premier combat. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour dire que est-ce que c'est normal qu'il y a 2 ans, t'as un gars qui boxe un mec qui boxe en 6 rounds, qui boxe Canelo. C'est aussi ça. Lui, il a fait le parcours inverse de Canelo. Il a fait les combats faciles avant, et puis là, maintenant, il essaie de se prendre un l'art. Donc ouais, bon, c'est un peu compliqué. Je pense que, enfin, il y a plus de compétitivité, mais on le pardonne parce que c'est Canelo, quoi. Mais après, moi, je fais que le dire ça. Moi, il a gagné le droit, Canelo, de prendre de l'argent et de défendre ses ceintures, là il va redevenir indisputé très probablement. Il a gagné le droit de faire ça en fait, Canelo. Après c'est très chiant parce que ça monopolise une catégorie et que tous les mecs en super moyen, et je pense à David Benavidez notamment qui a été obligé de monter du coup, c'est sûr, parce qu'en fait évidemment dédicace à Christian Mbili, mais ça bloque toute une catégorie, ça bloque des mecs qui attendent qu'une chose, c'est qu'ils se cassent Canelo en fait, ou de pouvoir affronter Canelo, parce qu'en plus tu prends le fric, en plus d'avoir une chance de rentrer dans la légende, mais ils attendent qu'une chose là, qui est quasiment tous, c'est qu'ils se cassent à la retraite pour pouvoir avoir leur chance au titre mondial. Et ça, effectivement, quand Canelo va se barrer, ça va vachement rabattre les cartes en fait. Mais il a quand même gagné le droit de le faire. Après, là, en plus, il combat contre le champion IBF, donc c'est pareil, tu peux rien dire en fait, parce qu'il combat pour un titre undisputed, donc tu peux pas dire il a choisi un truc. Non, c'est juste que William Skull devrait pas être champion du monde. Voilà, avec le parcours qu'il a, encore une fois, il y a 1 an et demi, il combattait contre des mecs en 23-18 dans des 6 rounds, et il y a 2 ans, il combattait contre des mecs en 26-25 en 8 rounds. Voilà, l'autre mec qui est champion du monde dans la catégorie, donc Canelo, en 2022 c'était Triple G, en 2023 c'était Charlo. Non, c'est délirant, c'est délirant. Bah après voilà, c'est le 3 mai, c'est Canelo, il fait ce qu'il veut, on va regarder comme des pinots et on va kiffer, tu vois, mais qu'on va regarder, nous. C'est pas grave en fait. Enfin, c'est même je sais pas comment dire, je peux même pas lui en tenir rigueur. On va regarder, on va kiffer quand même. Après la perspective, et je pense que ça peut même nous faire embrayer sur le dernier combat qu'on va traiter avec Inoue. Oui. Ces mecs-là, on en fait quoi? Ces gars-là qui survolent les catégories. Ouais, c'est compliqué. Tu vois, Canelo, quoi qu'il fasse, il sera critiqué. Je suis d'accord. Il peut prendre, par exemple, il aurait pu prendre Benavidez. Même s'il avait battu Benavidez, il y aurait toujours eu un gars. En fait, ça s'arrête jamais dans ces trucs-là, jusqu'à ce qu'il combatte trop et qu'après on dise non, c'était une fraude, Canelo. C'est ce qu'on dit à chaque fois. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec Bivol, vous vous rappelez? C'est ce qui s'est passé avec Bivol. Parce que personne connaissait Bivol, et Bivol il a battu Canelo, et ils ont dit Canelo c'est une fraude. Mais après, quand on a vu que Bivol c'était un monstre aussi, la défaite a bien vieilli. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense tu le dis à très juste titre, il a le droit de prendre qui il veut. Encore une fois, c'est que mon avis. Ouais, non, mais je suis en phase avec toi. Je comprends les gens qui d'avoir vos réponses en commentaire. Est-ce que ça vous saoule, et d'ailleurs, est-ce que Skull est légitime, et si c'était pas Skull, qui ce serait? Qui devrait prendre? Tu vois, moi je kifferais qu'il prenne Mbili, c'est sûr, mais bon, tu vois, quel est son intérêt à lui, à Canelo? Il a aucun intérêt à faire ça. Tu vois, donc la suite logique, c'est Canelo probablement gagne. Avant la limite, on espère, il nous fait un beau combat. On souhaite, on kifferait que Suras gagne, et après Canelo Suras. Évidemment. Et après Suras, il assure la richesse de sa famille sur 4 ou 5 générations. La Canelomonie, elle a bon goût. C'est ce qu'on lui souhaite. Mais voilà, en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il a fini et bloqué le jeu un peu, Canelo. Donc, on va. Et c'est pas plus mal, c'est pas grave, c'est comme ça. Ça me dérange pas, moi j'accepte. Moi non plus, ça me dérange pas. On va passer du coup au jour d'après, à la T-Mobile Arena de Las Vegas, avec Naoya Inoue contre Ramon Cardenas en main event, donc main event très décevant, j'ai pas peur de le dire. Le co-main, il y a un co-main aussi qui est hyper décevant aussi, mais il y a Rafael Espinoza, moi c'est un boxeur que j'aime beaucoup, qui boxe en co-main event pour le titre WBO des plumes. Voilà, contre Edouard Vasquez. Non mais j'évoque le fait que Espinoza est là, donc moi j'aime beaucoup, donc regardez le fight pour voir Espinoza. Mais bon, bref, c'est hyper décevant là. Pareil, il y a une galaxie d'écart entre les deux, donc pour un titre mondial, ça fait mal. Et en parlant de galaxie d'écart, Naoya Inoue contre Ramon Cardenas. Ça fait mal parce que tu vois, il y a le système de rating de BoxRec. Et tu vois que même si c'est Inoue qui boxe, BoxRec ils mettent pas 5 étoiles, sans oui, c'est ouf, ils mettent 4 étoiles. C'est des trucs un peu bébêtes, mais c'est trop marrant de se dire que même quand t'es fan, ça commence à saouler, quoi. Et d'ailleurs, on peut embrayer sur ce fameux débat. Est-ce que tu préfères voir, mais tu vois Naoya boxer 4 fois par an, tu préfères voir Naoya boxer 4 fois par an des mecs pas ouf, ou le voir boxer une fois par an, le 31 par exemple, et nous faire un show contre un tueur au Tokyo Dome? Je préfère une fois par an.
Moi, je suis gourmand, j'aime bien manger. J'ai envie que ce soit exceptionnel. Quand Naoya Inoue il rentre dans un ring, j'ai envie que ce soit Ça événementiel, l'est toujours. exceptionnel. Mais en fait, c'est chiant parce que dans tous les cas, ça dure 5 minutes, 6 minutes, 8 minutes. Donc, autant le voir souvent. Ça l'est toujours. Tu vois, regarde, là, je suis les 6 derniers. Paul Butler, c'était une catastrophe ce fight. Fulton, c'était bien. Fulton, c'était bien. Mais pareil, dans Fulton, c'était bien. Tapales, c'était vraiment bien. rigolo. Luis Neri, bon, il y a eu la blague du premier round, mais après, voilà. TJ Doheny, c'était catastrophique, je suis désolé. Et Yi Jung Kim, bref. Donc en fait là ça fait 3 fights d'affilée où c'est très faible. Luis Neri c'était mieux mais on a eu cette surprise et tout mais globalement bon, il lui a roulé dessus. Tapales pareil. Fulton c'était très très fort. Fulton c'est son dernier combat de gala quoi. Combat à son niveau en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est le dernier combat au niveau d'Inoue et c'était même pas son niveau puisqu'il lui a roulé dessus. Mais c'était le dernier combat à son niveau où tu te dis 2 ans, quoi. bon il est favori Inoue mais attention, parce que Fulton, c'est pas un peintre. Et les autres, c'est pas des peintres, c'est pas ce que je veux dire, mais on n'est pas dans la même dimension là. Tu sais, on veut Inoue Bam, on veut Inoue Nakatani, on les veut ces combats. Et je pense que c'est juste le système politique, le système de boxe qui fait que il faut surtout pas que ce combat se fasse trop tard. Parce qu'Inoue, il a 32 ans. C'est pas super vieux, mais. Chez les légers, ça commence. Chez les catégories légères, ça commence. On n'est pas chez les poids lourds où tu peux boxer jusqu'à 42, 43. Là, en gros, il lui reste. Après, je pense qu'il a fait la boxe, c'est sa vie, donc il a une hygiène de vie, il vit pour la boxe. Donc je pense qu'il peut tenir longtemps. Mais en gros, ouais, mais tu veux pas le voir à 35 ans en fin de carrière et te dire ah putain, on a vu Inoue Bam, mais il est en fin de carrière. Exactement. Quand tu fais les calculs et que tu vois la différence d'âge avec Bam, il faut pas que le combat se fasse trop tard. Là où Bam il est au top du top et Inoue commence à fatiguer un peu, il rouille un peu. C'est pour ça qu'il faut faire ce combat très vite. Et donc voilà, c'est pour ça ce combat, on n'a pas grand chose à dire d'un point de vue sportif parce que Inoue est beaucoup trop fort, mais c'est plus les perspectives qu'il apporte et voir comment ça va se goupiller dans tout l'enchaînement des combats qu'on veut voir dans les catégories un peu autour, parce que c'est vrai qu'on fait le focus sur les super bantam, mais en gros, vu que c'est des petites KT à 2-3 KT d'écart, tu peux avoir plus ou moins tout le monde. Et donc forcément, nous, on veut Inoue contre Bam, on veut Inoue contre Nakatani. Ça viendra, mais... Contre Nick Ball. Ouais, Nick Ball aussi. Mais Nick Pareil, Ball aussi. Inoue favori contre Nick Ball. Mais là, on commence à parler de fight où tu t'assois sur ton canapé, tu dis ok, là on est en train d'assister à un vrai truc. Et Nick Ball, il a un style qui peut être intéressant parce qu'il peut emmerder Inoue. Inoue trouvera les solutions et je pense qu'Inoue a toutes les armes pour battre Nick Ball. Mais combat ultra intéressant d'un point de vue stylistique et tout. Moi, il y a 3 combats que je veux voir d'Inoue. C'est Ball, Bam et Nakatani. Et honnêtement, il y a moyen de les faire en 2 ans. Là, il y a moyen de les faire ces 3 combats. Faut arrêter de se pignoler là. L'argent est là. L'Ariad Season, le Tokyo Dome. Il a l'embarras du choix. Inoue maintenant en plus. Il a 2 options. Là, il recombat aux États-Unis. Il peut aller n'importe où et on peut organiser un combat générationnel. Tu vois. Donc ces 3 combats là, ils peuvent arriver en 2 ans là. Bah Nick Ball, regarde, là, il a pas de ceinture. Faudrait qu'il chope 1 ou 2 ceintures entre temps chez les plumes. Après, du coup, il faudrait qu'Inoue il monte et qu'après il le prenne, ouais. Mais en gros, c'est des combats qui se feraient pas maintenant, quoi. Enfin, là, on se projette sur 2, 3, 4 ans. Ouais. Donc, ouais, à voir. Ouais, mais ouais. En plus, Ball, il vient de battre Doheny, tu vois. Enfin, tu te dis, bon, c'est quand même un peu écrit, tu vois. Je sais pas. Non, la suite, elle est plutôt pas mal. Il a l'embarras du choix. C'est juste que là, c'est peut-être trop de combats d'activité. Je comprends la frustration, ouais. Mais tu vois, encore une fois, on le disait en préambule. C'est un équilibre, je pense, entre un Crawford qui boxe un tueur en série 1 fois par an, voire une fois tous les 2 ans. Ouais. Et un Inoue qui boxe à chaque trimestre, mais qui prend pas forcément des monstres. Donc, ouais, il n'y a pas de bonne solution, en fait. Mais moi, je te dis, je sais que mon affect me dit je suis content de voir Inoue, mais du coup, ces combats sont plus événementiels. Là, le combat de dimanche, si je le regarde le lendemain en replay, et encore, tu vois. J'ai pas envie de me prendre la tête. Qui va durer 5 minutes, 6 minutes. Est-ce que ça vaut la peine de se casser la tête, un machin? Ça m'intéresse peu. Ça m'intéresse peu et c'est de la faute d'Inoue parce qu'il est trop fort. Mais vraiment, mais ça m'intéresse peu. J'ai pas d'attrait pour ce fight-là, comme j'ai pas d'attrait. Enfin, son dernier fight contre Yi Jung Kim. Alors effectivement, il y avait plein de trucs qui rentraient en jeu, mais c'était catastrophique. En termes d'adversité, Doheny, pareil, c'était quand même très faible. Ouais, Luis Neri, c'était un cran au-dessus, effectivement. Neri, Fulton, tu vois. C'était bien.
Neri Fulton, c'était bien. Fulton, moi j'ai kiffé. Et Fulton, je trouve qu'il s'est bien relevé de cette défaite. Non, Fulton, c'était bien. Mais Fulton, c'est un super boxeur, Ouais, faut super jamais boxeur. l'oublier. Ouais. Mais après, c'est vrai que dernièrement, après, ouais, faut remonter à Nonito Donner. Et encore, le deuxième fight contre Donner, il était vieux, donc Aller le loin, KO au ouais. deuxième round, Ce voilà. que j'allais dire, faut remonter au premier. Au premier fight Mais ouais, contre Nonito, donc en 2019. Mais en fait, encore une fois, c'est de sa faute. C'est pas qu'il n'y a pas de concurrence, c'est qu'il est trop fort pour la concurrence. C'est deux trucs différents. trop méchant de dire c'est de sa faute parce qu'il est trop fort. C'est une Ah dinguerie ouais, ah mais ouais, ouais, ça en moi, dit long sur le c'est de sa niveau. faute. Mais Et du coup, ça bon. relance le fameux débat. Bah, comment on peut considérer que c'est le top pound for pound? Enfin, où tu le places, pardon. Je reformule. Où tu le places dans le top pound for pound du fait qu'il n'ait pas d'adversité? Bref. C'est ce que je disais, moi, Je par connais contre, la s'il réponse commence à Kirby, mais taper Nakatani, Rodriguez, même Nick Ball et tout, là, tu peux commencer à dire, bon, bah, c'est bon, il n'y a plus de débat, tu vois. Enfin, pour l'instant, c'est Usyk mon numéro 1, mais bon, je suis en phase. ça peut changer, tu vois. Je suis en phase. Voilà, je crois que ça fait quasiment 1 heure, ça fait 55 minutes. On vous a fait une preview XXXXL, alors sans s'attarder sur les trucs, mais on vous a parlé de tous les fights qu'il y a à voir ce week-end. Évidemment, sur DAZN, pas pour tous les fights. Pour les 2 premières cartes, c'est sur DAZN, c'est sûr. Je suis pas sûr que Naoya ce soit sur DAZN, par contre. Vraiment pas. Aucune idée, je saurais pas Je te suis dire. même pas sûr que ce soit diffusé en France. Je vais pas vous mentir. Truc de ouf. Donc voilà. On a fait ce qu'on sait faire. On vous a un peu expliqué les combats sans entrer dans l'analyse technique, que vous puissiez au moins avoir les clés, on va dire, pour apprécier si vous décidez de vous brancher ce week-end. On vous fera le récap dimanche. Enfin, vous l'aurez normalement dimanche, je pense. On vous parlera pas d'Inoue du coup parce que voilà, sauf méga giga upset, normalement on sait tous comment ça va finir. Donc on va pas se prendre la tête à faire un récap de ça. Par contre, on fera le récap des 2 cartes précédentes et on vous fera ça dans la foulée de la carte de Canelo. Donc je pense que vous l'aurez dimanche. Voilà, merci beaucoup Kabir. Comme d'hab, au top. Merci. Merci à tous. Dylan. Un plaisir. Bah, écoute, en plus, c'est une de nos dernières ici. Donc, merci à tous. Merci. On va pas repartir sur les remerciements, mais merci beaucoup. On se voit dimanche pour la dernière. En attendant, prenez soin de vous et bon week-end de sport à tous. Ciao.